Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur 77 TV pour une soirée spéciale live Covid-19. Donc, si vous pouvez vous présenter votre nom, votre ville et votre activité. Je suis donc Thierry Leroll. Je suis de la ville de Roissy-en-Brie. J'ai créé une discipline, une discipline qui a été créée par la fédération, qui est le body karaté. Et moi, en fait, j'ai créé avec un ami un style de ce body karaté. On a créé un groupe avec un nombre de coachs on s'appelle la Team Bodyka. Alors, moi, je suis Valériane. Je fais de la production audiovisuelle. J'ai été spécialisée dans les films documentaires. J'avais une société de production de documentaires que j'ai dû fermer. Et voilà, donc après, je te laisse. Et donc, je suis Guillaume, le mari de Valériane. Je suis ingénieur du son. Je travaille à l'Institut national de l'audiovisuel, dans le service de production, dont la spécialité c'est le documentaire. Et d'ailleurs, c'est là où nous nous sommes rencontrés. Bonsoir, moi c'est Fouad Del Kandili. Je suis de Meaux, 77 100, voilà le code postal. Et je suis référent à l'aide sociale à l'enfance. Et en parallèle, je suis président de l'association Transmission. Je m'appelle Aurélien, je suis originaire de Chelles en Seine-et-Marne. Mon activité, j'ai une double activité. Je travaille dans la promotion immobilière et accessoirement, je suis auditeur au Sénat français. Alors, je m'appelle Brice Massex, je suis conseiller municipal sur la ville de Torcy et entrepreneur sur les marchés de niche. Est-ce que dès le départ, vous avez pris conscience de la gravité de ce coronavirus et de l'impact qu'il allait avoir dans notre société ? Complètement, c'est-à-dire que dès le départ, à peu près vers le mois de janvier, alors on le voyait venir un petit peu avant, mais arrivé à peu près au mois de janvier, février, on se posait la question effectivement de si le virus arrive, comment on allait faire pour pouvoir continuer à donner des cours, sachant que effectivement, nous on donne des cours donc plusieurs fois par semaine, notamment le samedi matin lorsqu'on donne nos cours de body karaté, c'est minimum 25-30 personnes qui se réunissent dans la même salle. Et donc, on voyait bien que si demain, il y avait ce virus qui arrivait sur la France et puis qu'on passait en mode de confinement, qu'on allait avoir un souci et qu'il fallait qu'on réfléchisse à comment pouvoir faire les cours et continuer à avoir une activité, quoi. Alors, nous, on a en fait une amie qui travaille dans un hôpital qui est spécialisée des maladies respiratoires et qui travaille dans un des hôpitaux qui ont été les premiers touchés en France, que je ne citerai pas là, mais voilà, et qui dès la fin février, en fait, nous a appelés pour nous dire faites attention les amis, c'est pas une petite grippe comme tout le monde le dit, c'est grave, donc protégez-vous. Donc nous, dès la fin février, en fait, on a appliqué les gestes barrières, les distances, etc. C'était d'ailleurs compliqué parce que malgré tout, surtout Guillaume, on continue à travailler, les transports en commun, et on savait que c'était dangereux. Et donc, voilà, nous, plutôt que peut-être beaucoup de gens, on a été sans truc et on a fait attention, quoi. Donc, voilà. Pas du tout. En fait, au début, j'ai fait un peu comme tout le monde. Je n'ai pas respecté les distances de sécurité. Le masque, pour moi, ça me paraissait totalement ridicule. Et j'ai un peu fait confiance à ce qu'on nous disait, c'est-à-dire que pour moi, c'était une grippe. J'ai 44 ans. Pour moi, je n'étais pas spécialement la personne la plus à risque pour ce genre de choses. Alors, je pense comme un petit peu tout le monde, on a été pris au dépourvu, parce qu'on voit que même les dirigeants qui ont sûrement accès à beaucoup plus d'informations que nous ont été un petit peu surpris par l'urgence et la rapidité avec laquelle s'est développée l'épidémie. Moi, assez rapidement, j'ai quand même vu qu'il y avait quelque chose qui risquait d'avoir un impact important au niveau de la société, sans évidemment avoir tous les tenants et aboutissants. J'avais pris au départ conscience de la gravité et de l'impact de ce virus, déjà par rapport à mon milieu professionnel, parce qu'il y avait plein de choses qui allaient cesser et plein de choses qui allaient être suspendues. Mais je ne pensais pas que ça allait prendre autant d'ampleur.
et je n'avais pas aussi mesuré l'incidence que ça allait avoir chez les familles. Et justement, comment votre association a géré ou gère justement cette situation? Donc très tôt, très rapidement, on avait l'information que ça allait toucher les personnes d'un certain âge qui étaient vulnérables. On savait que les personnes allaient être confinées à domicile, donc être limitées dans les mouvements. Donc de suite, on a dit qu'on allait commencer à venir soutenir certaines associations, soutenir les personnes pour les livrer chez eux. Donc livrer des denrées alimentaires, les médicaments, tout ce qui peut faciliter leur quotidien et éviter qu'ils s'exposent. Donc nous, comme on avait les autorisations, donc on s'est dit qu'on allait le faire pour eux. Comment avez-vous vécu les mesures de confinement et comment vous vous êtes organisé? Ce qu'on a fait, c'est que justement, donc, dès le départ, on avait réfléchi à, dans un premier temps, si vous voulez, comment on gère des coachs. Tous les 3 mois, on leur envoie des vidéos à ces coachs. On leur envoie des vidéos pour qu'elles puissent justement apprendre les chorégraphies qu'après elles vont pouvoir faire dans leur propre cours. Et on s'était dit, bon ben, si demain il y a un problème avec le corona, si on est à domicile et qu'on peut plus aller en salle, dans un premier temps, ce qu'on fera, c'est qu'on mettra à disposition ces vidéos aux membres, en fait, aux pratiquants. Voilà. Donc, dans un premier temps, on était parti sur cette solution-là. Alors, le confinement, pour moi, ça a été psychologiquement difficile parce que je suis toujours dans la rue. Donc, dans un premier temps, j'ai proposé mes services à la réserve civique pour un peu. Donc, j'ai livré des courses à des gens qui ne pouvaient pas le faire. Et dans un second temps, j'ai rejoint le centre de gestion du Covid de Chelles. Donc, le centre de gestion du Covid de Chelles, c'est simple, hein, c'est un gymnase qui a été transformé en hôpital pour traiter les cas urgents et éviter que des cas qui ne soient pas porteurs du Covid ou alors qui soient justement porteurs mais asymptomatiques, éviter qu'ils aillent chez les médecins classiques pour pas contaminer les autres. Moi, mon rôle dans ce cadre-là, avec d'autres bénévoles, on était une quinzaine de bénévoles à faire ça, c'était de répondre au téléphone, de prendre toutes les coordonnées téléphoniques et 2-3 symptômes des gens, mais pas trop médicaux dans la mesure où on n'est pas médecin. Et derrière, nous avions une équipe de médecins qui traitait les cas, qui les rappelait. Le cas échéant, on leur envoyait le SAMU ou une ambulance pour aller les chercher. Bon, le confinement, nous, on l'a plus vécu à travers les personnes que nous-mêmes, parce que comme on était mobile et comme on intervenait sur le terrain, donc on n'était pas vraiment confinés. Mais on a quand même ressenti et recueilli la détresse des personnes qui étaient confinées, le fait de ne plus avoir de vie sociale, le fait de ne plus se déplacer librement. Voilà, donc on a pu, et les angoisses que ça peut aussi générer chez certains qui étaient seuls, qui avaient des enfants et qui avaient du mal à gérer ce confinement. Vous avez eu des témoignages de personnes qui vous ont touché ou des situations de personnes qui vous ont touché, justement, un cas où ce que vous vraiment… En fait, on a eu un témoignage par écrit. En fait, nous, on a mis en place une affiche avec toutes les informations en disant qu'on était prêt que si les personnes avaient besoin de nous, qui étaient en détresse. Donc, on a mis en place une correspondance téléphonique et aussi un numéro pour pouvoir aussi nous joindre, pour pouvoir être livrés. Et on a mis aussi notre adresse mail. Et on a reçu un mail d'un couple qui avait des prématurés. Donc, qui nous disait qu'ils étaient gênés de leur démarche, mais qu'ils se sont sentis obligés de le faire parce qu'ils n'avaient plus rien à manger. Ah oui. Donc, voilà. Donc, voilà. Et c'était une situation où la personne avait un emploi. En fait, c'est ce qu'on appelle les nouvelles problématiques. C'est des personnes qui n'ont jamais connu la précarité. Et dû au confinement et aux réglementations au niveau des emplois qui ont cessé, donc ils se sont retrouvés dans une situation très délicate. Alors, au niveau de la préparation, on va dire que ça a été quand même relativement limité, puisque l'annonce a
est arrivé très rapidement avec un délai d'application lui aussi très rapide. Je parlerai plutôt d'adaptation. Donc l'adaptation au niveau des méthodes de travail, au niveau du comportement. C'est vrai que rapidement, j'ai adapté tout ce qui est visioconférence, donc qui m'a permis de garder du contact avec les différentes personnes, de rester actif aussi. Puisque moi, sur la période de confinement, j'ai essayé d'être le plus rigoureux possible au niveau du respect des règles barrières, des mesures de précaution. Mais j'aime bien être utile, j'aime bien faire les choses. Donc, la visioconférence était une façon de rester connecté avec le monde et avec les gens. Eh bien, dans un premier temps, c'est vrai que, bon, déjà, on a pris tout de suite les choses au sérieux, parce qu'on avait été prévenus. Et en fait, dans la première semaine, on a scrupuleusement suivi le confinement. Moi, j'avais pu faire des courses pour un mois pour manger. Enfin voilà, qu'on n'ait pas à sortir de chez nous. Parce que l'air de rien, ça nous faisait assez peur. Et c'est vrai qu'on avait tendance, du coup, à beaucoup regarder les informations, à suivre les actualités. Et au bout d'une semaine et demie, on a arrêté ça, quoi, parce que vraiment. Finalement, on était chez nous et ça allait. Enfin voilà, et en gros, on était assez angoissés d'avoir toutes ces nouvelles, de voir le nombre de morts qui augmentait, de voir que c'était en train de se diffuser sur toute l'Europe. Ça commençait à venir aussi aux États-Unis, à annoncer des chiffres énormes. Et donc là, on a préféré se préserver et se dire on se met dans notre bulle. Restons confinés et puis on verra bien. Et puis on s'est mis du coup à s'occuper avec des choses que nous on aime faire des petits films. Valériane a posté des petits films comme ça pour s'amuser. On a des personnes âgées qui habitent juste à côté de chez nous et donc du coup on s'en préoccupait un petit peu. Alors on les voyait par-dessus le mur depuis notre jardin, on se faisait coucou et voilà. Avez-vous été touché de près ou de loin par ce virus? Alors, j'ai été touché plus ou moins loin, comme tout le monde. J'ai des amis ou des membres de ma famille qui ont été malades. Moi, je n'ai pas été malade. J'ai tenu un bureau de vote lors des élections du 15 mars. J'ai eu un de mes assesseurs qui a été très malade parce que lui, il a été mis en réanimation, il a été intubé et tout. Mais je n'ai pas à déplorer, bien heureusement, de décès de très proches. Mais voilà. Après, ce qui m'a le plus touché, ça a été vraiment dans l'activité téléphonique, de se retrouver face à des gens qui étaient totalement perdus et parfois d'autres où on avait mal pour eux au téléphone. Alors, j'ai eu de la chance, je pense. J'ai une petite frayeur à un moment avec un petit peu de fièvre qui en fait était pas du tout liée au Covid. Mais c'est vrai que quand ça arrive avec les circonstances qu'on connaît, tout de suite on pense au pire. Mais voilà, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai pas été touché directement et j'ai pas eu de proches touchés également par le virus. Moi, j'ai été touché parce que dès début mars, lors d'une formation, parce que je travaille pour le département du 77, donc il y avait des personnes pendant cette formation qui ont été testées positivement. Nous, on ne sait pas si... On a eu 2 grosses crèves, 2 gros rhumes très bizarres, mi-mars, avec les jambes coupées, etc. Mais pas de toux, pas de fièvre. Donc à cette époque-là, on s'est dit c'est pas ça parce que mi-mars, on en était encore aux symptômes grosse fièvre, toux. Et si c'est pas ça, c'est pas le Covid. Après, on sait que voilà. Donc après, on sait pas. Dans les très proches, non, on n'a eu personne. Après, nous, on a eu un ami à Brie qui a perdu son père et sa mère à 3 jours d'intervalle. Et assez vite. Donc ça aussi, ça nous a... je pense à peine au bout de 2 semaines de confinement, donc ça nous a quand même foutu un coup parce que c'était la première preuve un peu concrète que ça touchait tout le monde et autour de nous, quoi. Et pour rajouter à ça, cet ami, ses parents étaient en établissement en EHPAD en fait, et il n'a pas pu les voir, quoi. Donc ça rajoute aussi cette dureté, quoi. Et justement, le confinement qui était déjà difficile, en sachant que vous avez des amis proches, des parents d'amis proches qui sont décédés, mentalement, moralement, comment vous l'avez vécu?
Et ben, c'est pour ça qu'on s'est mis à faire Alors, bon, là, vous avez vu le clip qui était l'aboutissement un petit peu de notre confinement. Après, tous les jours sur Facebook, on mettait soit une photo, soit une petite vidéo, un petit sketch, etc. Et c'était une façon pour nous de rester dans le sujet du confinement et du Covid, mais en le mettant à distance, avec un peu d'humour aussi pour que ça nous fasse un peu de bien. Donc, tous les jours, on avait cet objectif-là de pouvoir poster quelque chose le soir. Donc, ça nous faisait réfléchir, un peu travailler, écrire, tourner un peu, etc. Après... Justement, comment vous êtes venu à cette idée de faire un petit clip, une chanson? Alors, au début... Je peux raconter le début. Alors, c'est assez drôle parce que on était dans cette dynamique, entre guillemets, de se dire, bon, on fait des petits sketchs et puis ça nous permet un peu d'en rire parce que des fois, il vaut mieux, avec des gros drames, essayer un peu de rire des choses. En tout cas, d'avoir un regard sur soi et puis sur ce qui nous entoure, sur ce qu'on lisait, qui nous marquait malgré tout. Et puis un matin, bon, il se trouve que moi, je fais beaucoup de musique, je suis aussi musicien. Et puis Valériane, un matin, dans la salle de bain, me dit « Mais t'as pas envie qu'on fasse une chanson ?» Et elle avait déjà des envies de parole, elle va raconter ça. Et puis je la regarde, je dis ouais. Et bon, nous on a toujours voulu faire des choses ensemble, enfin au-delà même d'être mariés. Le fait d'être dans l'audiovisuel, on avait vraiment pas mal de projets communs. Et puis voilà, moi j'ai pris les choses comme ça en me disant c'est bien, ça nous rapproche aussi parce que aussi le confinement, même quand on est dans un couple, on vit les choses autrement. Et puis c'était une façon aussi de retrouver des belles sensations ensemble et puis de se lancer là vraiment dans un vrai exercice de créativité finalement un peu différent des petits sketchs qu'on faisait entre guillemets pour rire quoi. Je te laisse. Pardon. Non, qu'est-ce que vous avez trouvé le plus difficile justement en temps de confinement pour réaliser ce clip-là? Habituellement, c'est beaucoup plus facile. Normalement, tout le monde se réunit, on travaille ensemble. Est-ce que vous avez eu des difficultés aussi à cause du Covid de réaliser ça ou bien c'était une autre expérience? Non, parce que nous, on a comme c'est nos métiers, on a des moyens à la maison. Enfin, je veux dire, j'ai un logiciel de montage, on a une caméra, Guillaume fait du son. Donc, on a déjà un espace dédié à ça. Après, par rapport à la partition qu'il avait écrite et au texte que j'avais écrit, on avait besoin de chœur. Et donc, on a des amis qui sont dans une chorale à Strasbourg. Donc, on les a contactés. On a tout fait à distance. Et finalement, ça s'est fait facilement. Enfin, on se dit, oh là là, ça va être compliqué. Puis non, finalement, ils ont eu la partition, ils ont fait les répétitions via Skype, justement. Et puis, eux, après, se sont enregistrés. Et puis, voilà. Mais pour répondre, du coup, aussi à cette question que vous aviez, c'est pas tant, du coup, que ça a créé des difficultés, ça nous a obligés à réfléchir autrement, à s'organiser autrement. Et ça, moi, j'avoue, c'était une vraie expérience pour ça, parce que habituellement, comme vous dites, on se réunit tous autour de la table, chacun se distribue son rôle, on sait que lui, il va faire ci, elle va faire ça, etc. Là, au final, après, sur le morceau en tant que tel, l'écriture de la musique, c'est moi qui l'ai fait. Valériane a écrit les paroles. Bon, on n'est ni l'un ni l'autre chanteur, donc pour nous, ce qui était important, c'était le message en fait qu'avait écrit Valériane. Et donc on s'est dit on n'est pas chanteur, mais en ce moment il y a la mode du slam. Finalement, il n'y a pas besoin de l'être, mais on avait envie qu'il y ait des gens qui chantent. Et donc c'est en ça que sont intervenus ces amis de Strasbourg. Et ça nous a obligés à travailler d'une manière dont on n'avait pas l'habitude, comme on est en train de le faire là en fait, à savoir on a surtout utilisé Messenger de Facebook. Moi, je leur avais envoyé la partition qu'ils avaient lue une première fois. Je leur ai redonné des indications. Je leur envoyais des maquettes pour qu'ils puissent travailler dessus. Et eux s'enregistraient avec leur téléphone. Et puis, ils nous envoyaient ça au fur et à mesure. Après, moi, au fur et à mesure, je mixais ça. Et voilà, donc des nouvelles méthodes et finalement, pas désintéressant non plus parce que on comprend qu'on arrive à faire aussi des choses même sans se toucher, même sans être l'un à côté de l'autre. Et sans gros moyens, parce que c'est vrai qu'en plus, nous, on était habitués dès qu'on faisait un tournage d'avoir des moyens, quoi.
Moi, personnellement, oui, dans ma famille, j'ai une personne qui a été atteinte, qui s'en est sortie, très bien, hein, qui a ça a mis du temps, hein, elle l'a senti passer, comme on dit, mais voilà. Mais a priori, dans les personnes autour de nous, dans les clubs, on n'a pas eu de personne qui a été gravement touchée par la maladie. Comment votre ville a-t-il géré cette crise? Avez-vous eu des aides, du soutien, des infos, tout ce qui est prévention? Alors, au niveau de la ville, rapidement, des activités solidaires sont mises en place, comme dans d'autres endroits. On a une brigade solidaire qui s'est développée spontanément pour permettre aux familles les plus modestes qui étaient en difficulté de pouvoir continuer à s'alimenter, parce qu'on sait que c'est un petit peu compliqué au niveau des commerces sur certains produits de base. On a aussi des actions solidaires qui se sont mises en place pour la confection de masques ou de visières. Donc là aussi, c'est une très bonne chose. Et évidemment, un petit peu comme les autres villes du département, on a pu avoir un soutien du département pour des masques. La municipalité en a acheté aussi. Et on a pu bénéficier aussi de masques de la part de la région. Alors la ville nous avons la chance à Chelles d'avoir un maire qui est jeune parce qu'il a 38 ans, qui a pris à bras-le-corps ce problème du Covid, pas de manière politique parce qu'il était réélu, donc on ne va pas dire qu'il était en train de se faire de la pub, mais qui a été contacté dès le début par des médecins locaux qui l'ont alerté sur la gravité de la chose. Donc, il a dans un premier temps mis en place ce centre Covid pour soigner les Chellois et les gens des environs. Il a décidé de mettre en place un système de livraison de médicaments et de courses à domicile pour ceux qui pouvaient en bénéficier. Des achats de masques et distribution de masques. D'ailleurs, après notre échange, je dois en distribuer dans les boîtes aux lettres. Et ça a été un des premiers maires à vouloir réouvrir le marché, puisque il s'est battu avec le préfet pour dire au préfet, écoutez, monsieur le préfet, c'est bien, mais un marché, c'est exactement comme un centre commercial. Si on prend et on met en place des mesures, il n'y a aucune raison qu'on ne l'ouvre pas. Donc, il s'est engagé sur des mesures et le marché de Chelles a été le premier marché d'Île-de-France à rouvrir. C'est même passé sur le journal de France 2, c'est dire. Parce que il a mis en place un système de cheminement à l'intérieur, désinfection à l'entrée, à la sortie, tout ça. Donc, la ville de Chelles a été quand même assez réactive dans la gestion du Covid. Et puis, il y a eu des initiatives individuelles qui ont été soutenues par la mairie, notamment une fabrique de visières en plastique qui était dirigée à l'attention des soignants essentiellement pour qu'ils se protègent, parce qu'au début, je ne sais pas comment c'était, mais nous, en France, il n'y avait pas de masque. Comme ici. Il n'y avait pas de masque. Jusqu'à il y a 15 jours, 3 semaines, le masque ne servait à rien. Mais et tous les médecins n'avaient rien pour se protéger. Donc, il y a eu ce soutien-là qui a été fait aussi. En fait, chaque idée était bonne à prendre pour essayer d'aider les gens. Je pense que la ville a réagi assez vite, mais elle a aussi elle a subi aussi, je pense, les tumultes du gouvernement. Donc, le manque de masques, le manque d'informations et le manque de détails. Je sais que l'hôpital de chez nous a été très vite mis à mal. Donc, ils se sont retrouvés dans des conditions de travail très complexes. Ils n'avaient pas les... Alors justement, donc là, elle, la ville, elle le gère à son niveau. Alors, elle gère de façon globale, hein, de toute façon, cette crise. Et par contre, là où elle nous a donné un franc coup de main, c'était justement dans le fait où nous, on a mis en place ces lives, ces cours live, et elle a relayé à travers son groupe de la ville, donc elle a relayé justement l'initiative, comme quoi justement on faisait des cours le samedi matin pour, dans un premier temps, toucher les personnes de la société, mais ici aussi en profiter pour communiquer plus largement dans la ville justement et leur dire que même si vous n'êtes pas adhérent de l'association, de chez vous, vous pouvez découvrir une nouvelle discipline. Voilà. Donc si vous voulez, ça a permis à des gens qui peut-être ne font karaté de devenir et de découvrir la discipline, de savoir. Ouais. Et avec ça, est-ce que vous avez eu
plus de membres? Est-ce que des amis ont ramené plus de membres? Et surtout, oui. Oui, complètement. Puisque là, aujourd'hui, les lives, on tourne à peu près en moyenne. Il y a 80 personnes qui suivent le live le samedi matin. Les vidéos sur le week-end, elles sont vues au minimum 2000 à 2500 fois, à peu près, les vidéos. Donc, ça veut dire quand même que voilà, vous avez énormément de personnes qui sont touchées par la vidéo et qui suivent le live. Donc, du coup, ce qu'on a fait, c'est que comme ça fonctionnait bien le samedi, donc je vous dis de personnes qui font le live, il y avait en moyenne 80 personnes qui font le live. Et du coup, on fait un replay maintenant le dimanche, pardon, excusez-moi. On fait un replay le dimanche pour les gens qui ne peuvent pas se rendre disponibles le samedi. Et du coup, le dimanche, il y a une vingtaine de personnes qui se connectent et qui font le live également. Donc, sur le week-end, vous avez 100 personnes qui suivent. Et déjà, pour votre région, pour votre ville, il y a déjà une date de reprise dans les salles. Quelles sont les actualités? Quelles sont les actualités? Alors aujourd'hui, les actualités, c'est qu'on peut donner des cours, mais dans des endroits privés en extérieur, avec 10 personnes au maximum, espacées naturellement avec 4 mètres carrés par personne. On attend le 2 juin, parce que le 2 juin, il doit y avoir une information générale sur l'ouverture des clubs. Mais nous, de toute façon, on a déjà pris le parti de dire que on se reverra au mois de septembre. Excusez-moi, je suis vraiment désolé. Il n'y a pas de souci. Oui, donc je disais, je reprends à quel moment? À l'hôpital, de l'hôpital? Oui, l'hôpital. Oui, donc très vite, l'hôpital de Meaux s'est trouvé submergé et impuissant face à la demande et au nombre de personnes. Après, je sais que la ville a été plus en réaction parce qu'elle a mis en place un centre Covid par la suite pour pouvoir dégorger l'hôpital de Meaux et pouvoir prendre en charge les tests et aussi le suivi des personnes qui ont été proches ou exposées ou touchées par le Covid. Et maintenant, comment se prépare ce déconfinement? Le déconfinement, moi j'ai un tempérament où je m'adapte assez facilement. Donc, un petit peu comme beaucoup de personnes, je pense, j'ai profité de cette période pour me remettre un petit peu en question, voir comment changer certaines choses au niveau de mes habitudes. Et voilà, par exemple, maintenant, je consomme moins de sucre parce que j'ai gardé les habitudes que j'ai prises pendant le confinement. J'essaye de faire un petit peu plus de sport, même si j'ai un emploi du temps qui est relativement chargé. J'essaye de profiter aussi de ce que la nature nous offre, parce que je pense qu'il y a pas mal de personnes aussi qui ont pris conscience de l'impact qu'a l'activité humaine sur la nature. Parce que pour certaines personnes, peut-être que c'était un petit peu abstrait, on ne s'en rend pas compte. Et puis là, on a vu que pendant que la majeure partie des personnes étaient chez elles, la nature a un petit peu ses droits, avec des animaux qui se sont aventurés dans les villes. J'ai vu dans certaines régions des crocodiles dans les canaux. Donc voilà, je pense que même pour les plus sceptiques, on a vu qu'on a réellement un impact au niveau de notre planète et que cet impact-là n'est pas forcément celui qui devrait être. Alors, le déconfinement, pour le moment, pour nous, on continue en live. En termes d'activité, d'activité sportive, on continue en live. On a une activité de body karaté et également de karaté. Mais pour le moment, on continue en live. On continue et puis, on va attendre le 2 juin pour en savoir plus. On va attendre le 2 juin et puis vraiment, là, il y a le déconfinement national qui s'est mis en place. On attend vraiment 15 jours, 3 semaines de voir un petit peu ce qu'il en est d'un point de vue national et pas que pour notre activité sportive. Mais voilà, d'un point de vue national, voir vraiment ce qui se passe au niveau du virus. Écoutez, on le vit comme tout le monde, dans le sens où chacun sort et prend ses précautions. Et au niveau de nos actions, on garde toujours les mêmes directives, c'est-à-dire masque, gants, gel avec nous. Donc, et on fait attention à la distance barrière, la fameuse distance d'1 mètre. Alors, c'est assez compliqué parce qu'on est déconfiné sans être déconfiné. Dans la mesure où on est déconfiné, mais on va faire des courses, on est face à des zombies avec des masques qui ont peur, les gens ont peur.
Tous les lieux de plaisir sont interdits. Que ce soit le restaurant, que ce soit le bar, bon, les boîtes de nuit, j'ai passé l'âge, mais les espaces verts, tout ça, c'est interdit, on ne peut pas y aller. Donc, en fait, c'est un déconfinement confiné. On est en semi-liberté en France. Et cette semi-liberté, elle est un peu pesante parce qu'autant quand on était, enfin moi, quand j'étais en confinement, je me disais que ça allait se terminer un jour. Et maintenant qu'on est en déconfinement, je me dis que c'est pas prêt de se terminer parce que on ne sait pas où on met les pieds, tout simplement. Comment avez-vous préparé l'après-Covid? Alors, l'après-Covid, justement, on attend un petit peu, savoir un petit peu ce qui va se passer par rapport au vaccin, ces choses-là, parce que de toute façon, ce qu'on voit bien, c'est que si en septembre, on nous autorise à reprendre avec une vingtaine de personnes, mais toujours avec des distanciations de 4 mètres carrés, ça va être difficile. Donc, peut-être qu'on fera des roulements. 10 personnes par 10 personnes, donc on fera plusieurs cours, mais ça nous semble difficile. Je vous disais, on a minimum 25 personnes par cours, ça nous semble difficile. Donc donc on y réfléchit, hein, mais je pense qu'on va continuer les lives, ça ce sera en complément, et peut-être qu'on fera, si il n'y a pas de solution vraiment trouvée et qu'on peut ouvrir les clubs, on dira peut-être, chaque semaine, il y aura 10 personnes qui feront un cours, ou alors on fera 2 cours par semaine, et puis on mettra 10 personnes sur un créneau et 10 autres personnes sur l'autre créneau. Voilà. Donc soit on multipliera les créneaux, soit on affectera des créneaux une semaine sur 2. Alors pour l'instant, c'est le flou artistique complet. Pour moi en tout cas, parce que moi là, j'ai pas d'activité, j'ai pas de boulot, etc. Guillaume, lui, est retourné travailler depuis lundi. Mais on ne sait pas, justement, on se pose plein de questions parce que cette période-là a prouvé qu'on pouvait travailler autrement. Alors, est-ce que c'est bien ou pas? Je ne sais pas, on n'a pas la réponse parce qu'on est quand même dans une société qui devient de plus en plus individualiste, de plus en plus dans sa bulle de son ordinateur, de son téléphone. Et là, le télétravail va rajouter encore une couche, va encore isoler plus les gens et on va rentrer encore dans plus d'individualité. Donc là, je ne sais pas si c'est bien pour ça. Après, c'est bien parce que en région parisienne, au lieu de se taper 1 heure ou 1h30 de bouchon tous les matins, et pareil le soir, déjà on gagne 3 heures dans la journée, du stress en moins, de la fatigue en moins, on travaille mieux. Donc pour ça, c'est positif. Après, je ne sais pas si les entreprises vont après réfléchir à organiser le travail autrement ou pas. Je crois que là, moi pour l'instant, je ne vois pas. C'est vrai. Si je veux compléter un petit peu, oui. C'est vrai qu'à l'échelle individuelle ou même nous dans notre couple, je partage le fait que ça soit ce flou total parce que c'est une réflexion qui doit se faire dans un ensemble aussi. Avec vraiment toute la population, avec les employeurs, etc. Moi, là aussi où je suis partagé, c'est que d'un côté, on a perdu ce contact qui est quand même important. Hein. C'est vrai qu'à la fois, on a toujours... Moi, dans les premiers temps, j'ai eu du mal, même quand j'allais juste pour aller acheter la baguette, à pas trop me rapprocher des gens, parce que on est tous un petit peu tactiles, on a tous un rapport à l'autre aussi qui passe par le corps et par le toucher. Donc déjà, il faut s'habituer à pas toucher. C'est idiot, mais voilà. Et dans un premier temps, même pour moi, j'avais peur de vexer les gens. J'allais y arriver. Est-ce que vous ne ressentez pas que des gens sont vexés ou bien ça y est, ils sont habitués? Non. Ou bien ils se disent non, ils exagèrent trop ou... Comment En fait, c'est pareil, c'est partagé. On voit qu'il y a des gens pour qui c'est inclus, ils ont compris la chose et donc ils l'acceptent comme tel et on peut se dire comme ça bonjour de loin. Moi, je vois au travail, pour certains, ça semble être plus compliqué. Ou même ils tendent le coude encore. Ou il y a ce besoin du contact et c'est vrai que ça, je le comprends parce que c'est notre société, elle est faite comme ça. Et puis, dans la création artistique, il y a toujours cette idée de la spontanéité. Mais de l'autre côté, moi, ce que j'ai appris avec cette manière de travailler, pour revenir vraiment juste dans le travail sans les rapports humains, ça oblige chacun aussi à réfléchir. Et du coup, on est moins dans la spontanéité, à réagir tout de suite sur faudrait qu'on fasse comme ci, comme ça. Là, nous, quand on faisait nos échanges avec les choristes, ils prenaient le temps d'écouter et ensuite, on se revoyait une journée après par Messenger et on faisait part de son sentiment.
Mais ce sentiment, il y avait une analyse. Il y a une analyse, c'est-à-dire qu'il s'est passé une nuit, eux, ils ont réfléchi de leur côté, moi du mien, et on partage ça, du coup. Du coup, on partage une réflexion ensemble. Donc, moi, j'ai trouvé, dans le cadre d'une création, du coup, ça nous a donné une efficacité que j'avais jamais trouvée avant. Moi, avant ça, je jouais dans un groupe avec des amis, et tout passait par justement l'esprit du collectif et le fait de se voir. Et dans ce fait-là, ça veut dire que chacun réagit à chaque instant. Si je bouge un bras, il va me demander mais pourquoi tu as bougé le bras, pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça. Et donc à chaque fois en permanence, on doit aussi s'expliquer, se comprendre, essayer d'argumenter, tout ça. Et voilà, ça, je trouve que ça. Moi, je n'ai pas la solution là-dedans, mais en tout cas, les deux sont bons à prendre, mais après, c'est le temps qu'il va falloir à chacun, et pour chacun, ça ne prendra pas le même temps, de se dire, voilà, là, c'est le moment de réfléchir, et là, c'est le moment où je peux laisser ma spontanéité. Bon, aujourd'hui, la spontanéité, elle est plus difficile à avoir, bridée, en tout cas, quoi. Elle est très bridée, et on sent bien qu'il y a de la frustration, quand même, quoi. Non, mais je voulais rajouter un truc sur, par rapport au rapport avec les gens, sur les distances, etc. Avant le confinement, comme nous, on a été quand même... Bon, il y avait les médias, donc on savait qu'il se passait quelque chose, mais à partir du moment où nous, on a été alertés par quelqu'un de proche dont c'est le métier, on fait tout de suite beaucoup plus attention à ce qu'on nous dit, quoi. Et moi, à partir de fin février, à partir de là, j'ai arrêté de serrer les mains, de faire la bise. Et je peux vous assurer que le nombre de personnes qui m'ont envoyé balader parce que je ne voulais plus leur serrer la main ou leur faire la bise, alors que je leur disais quand même bonjour. Mais le fait de ne pas serrer la main ou de faire la bise, pour eux, c'était vexant. Et vraiment, ils le prenaient très mal. Après, pendant la période du confinement même, comme on était confinés officiellement, pour les gens, c'était normal de ne pas se dire bonjour, de regarder les distances. À partir du 11 mai dernier, enfin moi, je suis retournée au marché pour la première fois aujourd'hui, c'était tendu, quoi. Parce qu'en fait, les gens, pour eux, c'est terminé. Enfin, c'est comme avant le confinement, c'est-à-dire que ah bah non, ça y est, on est déconfiné, donc on peut se rapprocher, on peut se dire bonjour, on peut se serrer la main et tout. Et moi, ma grande bataille de la matinée au marché, ça a été à chaque fois de dire mais gardez vos distances, quoi. Et on a l'impression que pour eux, puisqu'on n'est plus confiné, ça y est, c'est terminé, quoi. Et justement, comment ça se passe ce déconfinement pour vous? Et ben moi, pour moi, c'est plus dur que le confinement, en fait. Parce que le confinement, on est comment dire, on est bridé, quoi. On sait qu'on est confiné, qu'on ne peut pas sortir, en gros, pour faire simple, à part pour ce qui est vital et le moins souvent possible, mais on sait que, voilà. Là, on sait qu'on peut sortir, il y a des choses qui coupent, les commerces, etc. Et en même temps, ce truc-là, il est toujours là, le Covid, il est toujours là, on nous annonce toujours des morts tous les jours, des gens qui sont à l'hôpital. Donc on se dit, est-ce qu'on doit sortir, pas sortir? Et du coup, on ne sait plus. Enfin, moi, j'ai du mal à. Honnêtement, dans nos têtes, et là, c'est pareil pour bizarre, tous les quoi. deux, très bien, il y a le déconfinement a été déclaré officiellement par l'État, voilà, etc. Moi, l'employeur qui me dit, bon, bah, maintenant, il faut revenir. Honnêtement, dans ma tête, je suis resté un peu confiné, quoi. C'est-à-dire qu'il y a Non, toujours. Voilà, ouais, on ne sait pas trop à quel point là je me mets en risque ou pas. Bon, moi je passe mes journées à aller me laver les mains dès que j'ai touché un objet. Enfin, il y a j'avoue une certaine psychose, psychose qui s'est installée aussi. Donc, bah, on n'y échappe pas comme ça. Mais bon, après, au fur et à mesure du temps, on va prendre ça peut-être comme des réflexes. C'est vrai que... En fait, le confinement, ce qui est bizarre, c'est que pendant le confinement, puisqu'on ne sortait pas, très rarement. Je vous entends plus. Ah, alors. J'ai plus. Voilà, oui. Je dis, ce qui est bizarre, c'est que pendant par rapport à votre question sur le déconfinement et le confinement, pendant qu'on était confinés, comme on sortait très peu, on se sentait protégé. On se disait, puisqu'on n'est pas sorti, bon, rien ne nous arrivait, on a été en contact avec personne, donc tout va bien. Là, depuis le déconfinement, on sort peu, mais on sort quand même. Et du coup, tout de suite, on se dit, oh là là, j'ai croisé une personne, est-ce que j'étais à la bonne distance? Et finalement, c'est vachement plus dur à gérer, moi, je trouve, quoi. Enfin, moi, je suis plus angoissée là que avant avec le confinement. Oui, c'est vrai que tout le monde est dehors. Donc, c'est pour ça que je vous dis, est-ce que justement le déconfinement ne serait pas plus dur que le confinement? Et vous l'avez si bien dit, parce que maintenant, vous sortez
peut-être une demi-heure, une heure, vous rentrez tout en stress. Complètement. Pour l'après-Covid, déjà, c'est très compliqué de penser à l'après-Covid, surtout qu'aujourd'hui même, le déconfinement a pour conséquence une libération de la parole, c'est-à-dire des familles ou des enfants qui, maintenant, au contact des institutions, disent certaines choses. Et ça a généré aussi beaucoup de précarité. Donc déjà, après le confinement, il y a une très grosse charge de travail au niveau des livraisons des colis alimentaires, des distributions de repas qu'on fait. Donc on remarque qu'il y a de plus en plus de personnes qui nous sollicitent. Parce que après le confinement, ce qui se passe, c'est que le bouche à oreille a fonctionné. Et comme on est un repère dans la ville avec notre association, Nomades de l'Espoir, donc les gens nous sollicitent. Donc se passe le mot en disant oui, si vous avez des difficultés au niveau alimentaire, au niveau repas, sollicitez cette association, elle répondra positivement. Donc l'avenir est très complexe parce que le présent nous prend beaucoup de temps. Donc pour anticiper l'avenir, il faudra déjà répondre au présent et sortir ces personnes-là de la précarité. Je pense que tout va changer dans l'après-Covid. Bon, déjà, moi, j'ai attendu 44 ans pour savoir me laver les mains. C'est quelque chose d'appréciable. L'après-Covid, je suis là en ce moment, j'ai mon fils qui doit faire ses choix pour ses études supérieures. On regarde à ce qu'ils prennent le moins possible les transports en commun. J'envisage de changer de voiture parce que je veux plus du tout prendre les transports en commun. Parce que pour moi, c'est vraiment un bouillon de culture. Et je pense que mon après-Covid, ça va être un vieux souvenir au début et un très mauvais souvenir à la fin quand on fera le tour des cimetières et qu'on verra les nouvelles tombes. Ça sera une triste réalité dans le futur. Triste réalité. Et parmi toutes les personnes que vous avez eues en contact, est-ce que vous avez eu des cas graves ou des cas où des personnes vraiment, par exemple, on a entendu qu'une dame de 98 ans a survécu justement au Covid-19. Et bon, ça a été vraiment surprenant. Mais est-ce que dans votre cas, des personnes que vous avez dû aider, vous avez eu vraiment des cas vraiment assez tristes ou même, on va peut-être dire, miracle? Alors moi, j'ai eu 3 cas qui m'ont marqué. Un cas qui était une femme enceinte de 7 mois qu'on a diagnostiqué positive au téléphone parce que il faut savoir que nous, on faisait des diagnostics au téléphone et on se rendait bien compte quand les gens étaient malades parce que quand vous leur demandez de donner leur numéro de téléphone et qu'ils s'arrêtent à chaque chiffre, c'est que vraiment les poumons sont bien abîmés. Et cette dame-là, elle refusait absolument d'aller voir le médecin. Donc, on lui a envoyé le SAMU de force pour vérifier si son bébé allait bien ou pas. Et le lendemain, j'ai pris des nouvelles, le bébé allait bien et la maman allait bien. Donc, pour moi, c'était bien. Le deuxième cas qui m'a marqué, c'était un jeune de 32 ans. Et donc, on l'a envoyé aux urgences avec le SAMU et j'ai vu le rapport du médecin. Il avait les poumons qui étaient abîmés et quasiment morts à 50%. Donc, à 32 ans, c'est quand même dur. Et le troisième cas qui m'a vraiment marqué, là, j'ai pas eu ma réponse, donc je préfère croire que c'est une bonne réponse. C'est une dame antillaise qui m'a téléphoné, une mamie, qui a son petit-fils qui était malade, qui a été emmené par le SAMU la veille, mais elle ne savait pas où il avait été emmené et tous les hôpitaux auxquels elle téléphonait, on lui disait qu'il n'y avait personne de vivant à ce nom-là. Ouf. Ah oui. Et on a remué ciel et terre, mais alors vraiment ciel et terre pour essayer de lui trouver des solutions et des numéros de téléphone pour qu'elle puisse avoir sa réponse. Malheureusement, je ne sais pas si cette personne-là a eu sa réponse et si son petit-fils était encore en vie ou pas. Ouais. Alors, l'après-Covid, je l'ai préparé dès le début du confinement. Je me suis dit, quitte à rester enfermé, autant être dans une attitude active. Donc, à titre anecdotique, j'en ai profité pour faire une petite sèche. Je me suis dit, soit je repartais avec 5 kilos en plus, ou soit 5 en moins. Donc, j'en ai profité pour repartir avec 5 en moins, un petit peu plus. Et plus sérieusement, j'ai commencé en fait à développer des outils
pour la suite, pour anticiper, puisque là, a priori, on voit le bout du tunnel pour la première phase de confinement. Et si on regarde ce qui se passe, pour l'instant, une deuxième vague ne semble pas se profiler, donc sous réserve d'avoir d'autres éléments à ce niveau-là. Mais pour l'instant, je pense qu'on part sur une bonne lancée. La menace qui se prépare, elle est plus au niveau économique. Parce que moi, je suis en contact avec beaucoup de chefs d'entreprise, de petites entreprises, et c'est une période qui a été très difficile pour tout le monde. Et dans certains secteurs d'activité, peut-être un petit peu plus que dans d'autres. Je pense notamment à tout ce qui concerne l'hôtellerie, la restauration, tout ce qui est activité saisonnière, parce qu'il y a des aides qui ont été proposées pour, on va dire, aider à survivre à cette période-là, mais on a des activités où le chiffre d'affaires se fait sur 6 mois. Donc quand on a une aide qui se fait mois par mois pour le mois en cours, en réalité on a une perte sur 2 mois et une aide sur un seul mois. Là, je vous laisse avec le mot de la fin, si vous avez un message pour votre famille, vos proches, vos amis, vos collègues. Ce que je dirais, c'est que voilà, il faut continuer à avancer. Il faut, on a différents enjeux, on a des défis à relever, que ce soit au niveau social, économique, écologique. Malgré tout, même si on doit avancer, il faut quand même jouer la prudence parce que c'est un virus qu'on découvre. On ne sait pas ce qu'il peut produire à 6 mois, 1 an. Donc il faut pouvoir bénéficier de ces libertés, en profiter, mais il faut rester prudent, je pense. Ça ne coûte rien. Alors. Là, parce qu'en fait, là, il se repasse plein de trucs que j'ai vécu au marché ce matin et où j'étais pas retournée. Et du coup, il y a plein de choses qui m'ont choquée. Et puis des conversations que j'ai eues avec ma mère au téléphone pendant le confinement. Ma mère a 78 ans et il a fallu que je me batte tous les jours au téléphone pour qu'elle arrête de sortir, elle se lave les mains, etc., etc. Là, maintenant qu'il y a eu le déconfinement, dès le premier jour, elle voulait retourner chez le coiffeur, elle veut refaire des réunions de famille, enfin bon, c'est comme si s'était rien passé. Et donc, c'est une bataille assez constante. Et j'ai remarqué que les personnes âgées, finalement, respectent vachement moins, alors qu'elles sont les plus fragiles. Les plus fragiles, ouais. Que les jeunes. Et ça m'agace beaucoup parce qu'on a quand même été essentiellement confinés chez les personnes à risque. Et aujourd'hui, enfin là, moi, j'en ai vu ce matin que je connais bien, qui ont 75 ans et tout, qui n'avaient pas de masque au marché. Et je leur disais, mais non, mais c'est pas possible. Et elles m'ont dit, oui, mais c'est ma liberté. Et moi, je leur ai dit, il ne faut pas confondre liberté et égoïsme. Ouais. La liberté, à partir du moment où, comme tu ne te protèges pas, tu ne protèges pas l'autre, la liberté, c'est l'irresponsabilité, c'est l'égoïsme. Donc, c'est un peu le message que j'ai envie de donner aux gens, c'est pas terminer, et que ce soit les proches ou les moins proches, il ne faut pas terminer, parce que là, on ne sait pas comment ça va se terminer et quand. Donc, sortez couvert, comme on dit, faites attention, protégez-vous, et ne confondez pas liberté et égoïsme. Merci. Et on Merci. a d'autant plus vite notre liberté. Merci. Et vous, monsieur, mot de la fin. Vous aviez le temps. Hein. Non, déjà, on va dire des choses positives. C'est vrai que, en tout cas, pour ceux pour qui on est éloigné, qu'on ne peut pas voir, mais qu'on aimerait, et surtout nos parents qui sont d'un certain âge, ça n'empêche pas qu'on les aime, même si on est loin. Il faut leur rappeler aussi. On pense vraiment à tout le monde, évidemment. Après, c'est vrai qu'il y a toujours cette peur d'être soi-même vecteur, éventuellement de ça. Enfin, moi, en plus, le fait de retravailler, puisque je suis en contact quand même, en essayant de les limiter au maximum, mais il y a toujours cette peur. Donc, à la fois cette peur de sortir, mais de dire aux gens, on vous aime, hein, et on pense à tout le monde. On ne peut pas vous voir encore, mais on vous aime. Mais voilà. Mais bientôt. Exact. Quel est pour terminer, quelle est votre première activité ou votre premier, je sais pas moi, qu'allez-vous faire justement après quand tout est OK?
Quel est votre premier réflexe? Marcher, aller se promener dans la nature. Les restos, les bars, pas encore, la famille peut-être, la maman? Évidemment. Bah, ça va être les premières choses. Après, aller voir la famille et puis aller se promener parce que bah, c'était plutôt interdit et assez surveillé. Donc, on a vraiment hâte de retrouver la nature et puis bah, nos familles et nos amis qu'on n'a évidemment pas vus depuis très longtemps. Un bon barbecue avec les amis aussi. Là, on va attendre un peu. Ah bah voilà. En balade, voilà. Ah bah, merci pour merci pour votre témoignage. Merci à vous. Courage à vous. Vous nous direz quand. Restez couverts avec. Et il faut surtout, on va essayer de, comme Madame a dit, pas être égoïste et surtout à penser aux autres. Et surtout. C'est avec cette notion d'égoïsme. Je trouve que c'est hyper injuste parce qu'il y a quand même plein de soignants qui sont épuisés, qui ont donné même leur vie alors qu'ils n'étaient pas des personnes à risque physiquement à la base. Ah oui. Et je trouve que du coup, c'est pas tenir compte de tous les sacrifices que tous ces gens-là ont fait. Leur dire, bah, écoutez, de continuer comme on l'a fait jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, on est resté serein, on est resté bien dans nos bottes, à savoir, on n'a pas pris de risques. Faisons la même chose, continuons à être respectueux les uns des autres, respecter les gestes barrières. Il y aura des moments où de toute façon on pourra reprendre le sport tous ensemble, on pourra reprendre des risques, festoyer comme on avait l'habitude de le faire. Mais je pense que là encore pendant quelques semaines, peut-être quelques mois, je ne sais pas, mais il faut rester encore serein et rester vraiment faire attention. Donc voilà, donc je vous dis ça à tous. Voilà, faites attention à vous. Moi, je vais faire attention à moi, ça c'est sûr, et au mien. Donc faites attention à vous et puis qu'on puisse se revoir tous dans de meilleures conditions. Le mot de la fin, c'est de remercier tous les fondateurs de l'association Transmission et tous les acteurs, les référents famille, les responsables de terrain qui ont œuvré pendant le confinement, qui ont été exposés, comme tous les professionnels, comme les caissières, les éboueurs, la police, tout ça. Donc, remercier toutes ces personnes-là qui ont permis, malgré tout, de venir en soutien et en aide aux personnes les plus démunies, les plus précaires et les plus vulnérables. En parlant de soutien, solidarité, est-ce que vous l'avez ressenti dans votre quartier, dans votre ville, tout ce qui est solidarité, soutien parmi la population de votre ville? Oui, nous, on l'a remarqué, on l'a constaté tout simplement parce qu'on a fonctionné de façon très indépendante. On a beaucoup fonctionné par des dons de personnes. Donc voilà. Donc beaucoup de personnes nous sollicitaient pour nous donner soit des denrées alimentaires ou soit de l'argent pour qu'on puisse acheter. Donc voilà, et beaucoup de soutien. Donc on a beaucoup d'encouragement, beaucoup de personnes qui venaient dans nos espaces de distribution pour nous encourager, pour nous remercier. Beaucoup nous ont sollicité aussi à travers les réseaux sociaux pour nous demander de venir aussi sur le terrain. Donc on a eu beaucoup de volontaires. Donc, ils se sont eux-mêmes proclamés pour venir nous aider, donner un coup de main. Donc, voilà. Bah, mon mot de la fin, c'est que l'humain, il a une qualité, c'est qu'il abandonne jamais. Et il faut savoir des critiques sur les politiques, des critiques sur les associatifs, sur tout ça. Il y en aura toujours. Franchement, on a fait ce qu'on a pu. Ça s'est décidé du jour au lendemain et le plus beau remerciement et le plus beau souvenir que j'aurai là-dessus, ça a été des gens qui ont rappelé après pour nous remercier. Parce que déjà, je m'y attendais pas. J'ai pas fait ça pour avoir des merci, hein. Mais je m'attendais pas à ce qu'il y ait des gens qui nous téléphonent et qui nous donnent des nouvelles parce que pendant ce temps-là, on a été leur seule écoute. On a été les seuls à les aider. Et ces gens-là, c'est devenu un peu comme, je ne vais pas dire notre famille, mais c'est particulier. Puis j'ai découvert aussi tous les médecins de Chelles qui ont été bénévoles pour aider. J'avais un a priori très négatif sur les médecins qui, pour moi, vivaient un peu dans leur monde. Pour certains, c'est le cas. Mais quand je vais être vulgaire, là, je ne sais pas si vous le passerez ou pas, mais quand on a vraiment les mains dans la merde, on est tous pareils. On sent le même odeur. Non.
Ah ben, c'est bien. La solidarité, justement, en parlant de solidarité, pour terminer, comment la solidarité dans votre quartier, dans votre rue, dans votre commune, dans votre ville, est-ce qu'elle était solide, justement, cette solidarité, de votre côté? Alors, ça a été très solide parce que, bon, déjà, à la base, on est une ville de banlieue, mais qui est limite un petit village. Il y a 56 000 habitants. Et toutes les personnes âgées ont été, contactées toutes les semaines pour savoir si tout allait bien, avec des gens qui leur parlaient. Moi-même, dans ma rue, j'ai 2 couples de petits vieux de 90 ans. J'allais les voir pour leur demander si tout allait bien. Mon voisin d'en face, que je ne supporte pas, avait mis une boîte sur sa clôture avec des attestations pour pouvoir se déplacer, pour que les gens puissent en prendre. En fait, chacun y est allé de sa petite idée et tout le monde a été, oui, solidaire parce que réellement, il n'y avait pas de différence. Il n'y avait pas de riches, il n'y avait pas de pauvres, il n'y avait pas de noirs, il n'y avait pas de blancs, il n'y avait pas de juifs, il n'y avait pas d'arabes. Il y avait que des malades. Ah ouais. Et c'est peut-être la seule fois depuis 44 ans où je suis né où il n'y a aucune différence entre personnes parce qu'on était tous pareils face à la maladie, on était tous en train de se débattre. Merci à nos invités pour leur témoignage et toute l'équipe de 77 TV vous souhaite une bonne soirée et surtout prenez soin de vous.